Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Breton. Dans l'actualité de ce vendredi, les victimes de la coopérative Triskalia rencontreront ce lundi le commissaire européen à la santé et à la nutrition à Bruxelles. Une victoire pour ceux qui dénoncent l'opacité du secteur agroalimentaire. Encourager les utilisateurs du vélo au quotidien avec plus de 50 millions d'euros par an, le plan vélo change de braquet. Et puis la gare de Pontivy va renaître le temps d'un week-end. L'édifice fermé au public depuis plus de 4 ans est rouvert ce week-end à l'occasion des Journées du patrimoine par le futur propriétaire. Bienvenue dans ce JT Breton du vendredi 14 septembre 2018. Le combat des victimes des pesticides de la coopérative Triskalia gagne l'Europe. Le commissaire européen à la santé et à la nutrition va les rencontrer à Bruxelles le lundi 17 septembre. Une première dans l'histoire de cette institution selon le collectif de soutien aux victimes. Avec eux, ils emmènent aussi un agriculteur costarmoricain qui a récemment porté plainte contre la coopérative. Ils espèrent ainsi dénoncer l'opacité de la filière agroalimentaire. Mathilde Kemener. En interpellant l'Europe, les collectifs de soutien aux victimes des pesticides ne s'attendaient pas à un tel engouement. Un commissaire européen va les rencontrer lundi 17 septembre à Bruxelles. Selon eux, c'est une première dans l'histoire de cette institution. En juin dernier, la Commission européenne avait mené en Bretagne des audits après une pétition qui a réuni à ce jour 82 000 signatures. Lorsque les commissaires enquêteurs sont venus en Bretagne au mois de juin, ils ont découvert la gravité d'une situation régionale qui pose des problèmes, et aux travailleurs, et aussi au niveau de la chaîne alimentaire. Ils vont évoquer bien sûr la question des pesticides, mais aussi la récente contamination aux antibiotiques de ces vaches au travers d'un aliment livré par Triskalia. L'éleveur costarmoricain s'en est rendu compte en effectuant des analyses. Il a décidé de porter plainte contre la coopérative. Quand un responsable vous appelle, le responsable 22 de chez Triskalia vous appelle, vous dit Christophe, tu peux dormir sur tes deux oreilles, il n'y a pas d'antibiotiques du tout dans l'aliment. Je n'accepte pas ça. Je peux accepter l'erreur, mais pas le mensonge. Voilà. Et ils meurent à petit feu, les animaux. Je ne comprends pas que, comme les services publics ont été alertés, que personne ne réagit plus que ça, quoi. Triskalia reconnaît un problème dans la livraison des aliments, mais assure que le lait n'est pas contaminé. On a jeté le lait pendant une semaine, le temps d'avoir les résultats qui ont montré l'absence de tout résidu d'antibiotiques dans le lait. Ce que dénoncent principalement ces collectifs, c'est l'opacité et l'attitude de l'État sur ces dysfonctionnements. Ce qui nous a le plus touché, c'est cette apparence d'omerta, de chape de plomb entre le pouvoir économique, le pouvoir politique, voire le pouvoir judiciaire. Et les gens se retrouvent, s'ils sont malades ou s'ils sont paysans, c'est eux finalement les perdants de l'affaire, quoi. Durant le rendez-vous, après avoir exposé les faits, les collectifs espèrent pouvoir faire une série de propositions pour améliorer le fonctionnement de la filière agroalimentaire. Et tout de suite, le tour de l'actualité en 5 infos préparé par les rédactions du Télégramme et présenté ce vendredi par Benjamin Bréant. C'est la fin d'un long chantier. Le porte-avions Charles de Gaulle, navire amiral de la marine française, a repris la mer ce vendredi à Toulon. Il vient d'y passer 15 mois en cale sèche puis à quai pour son second arrêt technique depuis sa construction à Brest et sa mise en service en 2001. Il devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année, puis déployé début 2019. Un nouveau marquage au sol, brillant la nuit et par temps de pluie, émettant un signal sonore en cas d'écart et ne nécessitant d'entretien que tous les 5 ans. Le conseil départemental des Côtes-d'Armor a présenté jeudi son nouveau dispositif qui va être testé sur les 7 km de la 2x2 voies entre Lanvolon et Plouat. A noter toutefois, il coûte 2 fois plus cher qu'un marquage classique. L'hypnose au secours de la médecine d'urgence, c'est en tout cas la piste qui était présentée à quelques 200 urgentistes ce jeudi à Quimper par un infirmier anesthésiste pratiquant la méthode dite hellmanienne, réalisable en moins d'1 minute. Une innovation qui serait passée pour farfelue, au mieux, il y a encore 10 ans. L'ouverture de la chasse, c'est ce dimanche dans toute la Bretagne. Un peu moins de 50 000 personnes y possèdent le permis et la pratiquent dans quelques 2850 territoires de chasse recensés. La saison prendra fin pour la plupart des gibiers à la fin du mois de février. Enfin, incroyable mésaventure survenue au cavalier morlaisien Alan Léon. Après 4 ans de préparation avec son cheval Spirit de Cruz, il était cette semaine à Tryon, aux États-Unis, pour l'épreuve d'endurance des Jeux équestres mondiaux.
Sauf que l'épreuve a viré au fiasco. Le départ a été donné dans la mauvaise direction, et oui. Puis il a fallu attendre 40 km sur 160 pour qu'elle soit interrompue, puis relancée, puis enfin annulée. Toujours sur place, le Breton se dit partagé entre le dégoût et la colère. En tout cas, le rêve américain a viré au cauchemar. Le plan vélo a été présenté lors d'un déplacement du Premier ministre à Angers ce vendredi. C'est le premier plan qui bénéficie d'un budget établi, 50 millions d'euros. Le gouvernement a annoncé 25 mesures en faveur du vélo. Objectif, tripler la part du vélo dans les déplacements quotidiens. Alors, qu'en pensent les cyclistes réguliers et les professionnels du secteur? Réponse avec Sophie Lecroisier. Pistes cyclables interrompues, vol de vélo, la bicyclette ne séduit pas encore assez. Pourtant, plus de la moitié des trajets quotidiens effectués par les Français ne dépassent pas 5 km. Pour y remédier, le plan vélo prévoit une enveloppe de 50 millions d'euros par an sur 7 ans. Un fonds qui permettra de venir en aide aux communes dans leurs travaux d'aménagement et de continuité des pistes cyclables. Donc c'est très bien qu'il y ait ce financement qui se mette en place, mais on va très probablement se rendre compte au bout d'un an que les communes souhaitant mettre en place donc ces infrastructures auront besoin d'encore plus de moyens. L'AFUP préconisait à minima 200 millions d'euros par an. Niveau sécurité, des fois, moi je fais du vélo, mon mari aussi, et c'est vrai que c'est un petit peu limite. Il y a des bouts, par exemple, si je veux aller vers Guilher, il y a des beaux aménagements, et puis il y a des moments où, pouf, on se retrouve sur de la grande route, et c'est vraiment dommage parce qu'on se dit qu'il n'y a que quelques centaines de mètres. Autre mesure présentée, l'immatriculation systématique des vélos pour lutter contre le vol et la mise en place d'une indemnité kilométrique pour les fonctionnaires se rendant au travail en vélo. Dans le secteur privé, cette mesure reste facultative. Concernant la sécurité en ville, le gouvernement souhaite la généralisation des doubles sens cyclables. L'accent sera également porté sur la pratique du vélo à l'école primaire. Ça, c'est clairement une mesure qui va permettre une meilleure culture vélo et le fait que cette pratique s'infuse dès le plus jeune âge, donc c'est très bien. Les mesures seront mises en application après leurs votes successifs, pour la plupart en 2020. Les acteurs de la mobilité du quotidien et du covoiturage brestois proposent à ceux qui le souhaitent de chambouler leurs idées reçues sur la pratique du vélo. Rendez-vous mardi à 11h au Parc à Chênes. On parlait à l'instant du vélo qui parfois peut être électrique. Autre secteur à intégrer les watts, le nautisme. Une société morbihanaise a développé un moteur hors-bord 100% électrique qui offre jusqu'à 15 heures d'autonomie en navigation. Le bateau est dévoilé ce vendredi à Arzon, mais Karine Chevrolier de TB Sud a pu le tester en avant-première. Voici le Zen Pro, un bateau semi-rigide en apparence comme les autres. Mais sous son moteur se cache une propulsion électrique et les matériaux choisis pour le concevoir sont le plus éco-responsables possible. Il est équipé d'une coque en aluminium, ce qui offre beaucoup de résistance et une grande durée de vie. Et autre avantage de l'aluminium, c'est qu'il est recyclable à 95%. Donc on est vraiment dans une démarche écologique, il y a une propulsion électrique. On veut que le bateau ait le moins d'impact possible sur son environnement. Donc grande durée de vie et recyclabilité. Les performances techniques du bateau sont similaires à celles d'un semi-rigide classique. L'idée est de pouvoir répondre aux attentes de professionnels de la mer, marché visé. Propulsion équivalente à 80 chevaux, donc puissance nécessaire pour tracter des bateaux, faire du remorquage. On a vraiment voulu répondre à tous les besoins des ports. Donc avec ce bateau, on cible évidemment les professionnels des ports, mais aussi les brigades fluviales, ainsi que toutes les aires marines protégées, puisqu'il y a déjà des lieux, des zones où on n'a plus le droit de naviguer en moteur thermique. Vitesse de pointe pour le Zen Pro, 25 nœuds, et pour ceux qui l'ont testé, il n'a vraisemblablement pas à rougir des bateaux thermiques. Première sensation pour ce bateau, c'est un bateau qui est très souple, avec des commandes très agréables, avec une douceur d'utilisation. On n'a pas d'à-coups comme sur les moteurs thermiques. Par contre, je trouve le moteur un peu bruyant. Alors c'est un problème de réglage apparemment d'après les concepteurs, donc ce sera sûrement amélioré. Mais une fois encore, ce qui est très notable, c'est la douceur d'utilisation. 18 mois auront été nécessaires à l'aboutissement du Zen Pro d'un coût de 75 000 €. L'objectif est d'ici 2 ans de pouvoir proposer un modèle ouvert à la navigation de plaisance.
4 ans après sa fermeture définitive au public, la gare de Pontivy va renaître le temps d'un week-end grâce à son futur propriétaire, un passionné de train. Alors pas question d'attendre les wagons en gare, les trains ne passent plus à Pontivy depuis 1987, mais le bâtiment recèle encore des trésors du passé ferroviaire de la gare, le temps où Pontivy s'appelait encore Napoléonville. Fanny Cocconi a pu visiter l'édifice avant son ouverture au public ce week-end. Il joue les chefs de gare comme un gamin qui réalise un rêve. Jean-Philippe, chef d'entreprise dans le Maine-et-Loire, est passionné de trains depuis son enfance. Quand il a appris la mise en vente de la gare de Pontivy, fermée, il n'a pas hésité. Mes parents étant commerçants, donc on ne partait jamais en vacances et j'allais à la gare dans mon pays, voilà, tout le temps. Et puis cette gare a fermé, était rasée, donc c'était pour moi une grosse déchirure. Et puis 40 ans après, je revis ça ici à Pontivy, donc mon objectif c'est vraiment de faire revivre cette gare dans son jus. Des lanternes, des manuels de la gare, l'époque ferroviaire reprend vie ici. Les trains de voyageurs ont cessé de circuler en 1987. Seuls 3 trains de marchandises passent ici chaque semaine. En l'ouvrant pour les Journées du patrimoine, l'idée est de faire redécouvrir l'histoire de ce bâtiment. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a toujours un mur qui est marqué Napoléonville, qui a été donc recouvert par une extension qui a été faite 8 ans après la construction de la gare. Et aujourd'hui, il est toujours là. En décembre, des travaux doivent commencer. À l'étage, 4 logements sont prévus. Et au rez-de-chaussée, le chef de gare espère accueillir la salle d'attente de la gare routière, un magasin de modélisme ferroviaire et pourquoi pas une boutique pour le train touristique encore en projet. Des orientations qui enthousiasment Jean-Pierre Le Billon. Il fut cheminot ici de 1974 à 2003. Ça pour moi forcément c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et il a fallu, j'ai envie de dire un mécène, oui, un passionné, comme Jean-Philippe, pour reprendre cette gare, et je n'y croyais plus. C'est un passionné de chemin de fer, il connaît beaucoup de choses. Alors sur la gare elle-même et sur la ligne, j'ai sans doute des choses encore à lui transmettre, et je ne vais pas manquer de le faire. La gare sera ouverte aux visiteurs samedi et dimanche de 10h à 19h, avec Jean-Philippe en chef de gare et en guide. Bonjour messieurs, dames. Et si vous souhaitez partir à la découverte du patrimoine ce week-end, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du Télégramme qui propose une carte interactive sur les sites justement à visiter. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à 19h pour un nouveau JT Breton. Vous retrouverez à cette place Julie Sicot. Je vous souhaite une très bonne soirée et un bon week-end.